Alors, nous pensions aborder la question du travail dans son rapport au commun en explorant le travail gratuit et invisible caché derrière les communs du XXIe siècle. Mais en préparant cette session, nous nous sommes aperçus que le sujet n'est pas si simple que ça, parce qu'il s'avère que le travail des communs n'est pas forcément toujours gratuit, et que les notions de travail gratuit et de travail invisible concernent la plupart de nos activités. Aussi avons-nous demandé à deux intervenants d'aborder la question du travail invisible des communs selon deux approches différentes, toutes deux liées par leur champ d'application à l'actualité de la question. Donc Lionel Morel, juriste et bibliothécaire, que nous avons déjà reçu plusieurs fois à l'Université du bien commun à Paris, nous donnera un panorama du travail caché dans les communs immatériels de la connaissance et des questions suscitées par la diversité des situations et des formes de ce travail. Christine Castejon, philosophe et analyste du travail et retraitée, promotrice de la démarche ergologique, basée sur le postulat « Nous sommes toutes et tous des êtres d'activité », nous proposera une approche analytique des activités du commun, pour le commun, à travers l'exemple de l'activité des retraités. Mais avant de leur passer la parole, nous vous proposons une mise en perspective dans le temps, on ne va pas remonter au Moyen-Âge de l'an dernier, de cette exploration fondamentale au réseau Roosevelt, de la place et du sens du travail dans une vie, par le retour sur une initiative engagée il y a un peu plus de 15 ans, par les périphéries vous parlent, à l'instigation de Claire Villiers, qui était à l'époque vice-présidente de la région Île-de-France. Le collectif Travail et démocratie, dont les travaux ont clairement fait émerger les préoccupations des citoyens sur le sujet, aujourd'hui au premier rang de l'actualité. On avait fait ce projet qui s'appelle Travail et démocratie, 2007, ouais. Qui était un projet initié par Claire Villiers, qui était président d'AC, qui était attaché contre le chômage, qui était vice-président du Conseil régional de France, qui avait créé les départements de la démocratie participative. C'était une femme qui avait suivi des initiatives à nous, et notamment deux initiatives importantes qu'on avait fait sur le travail, autour d'Anna Begors notamment, et la notion du travail. Et un jour, elle nous a proposé, et c'est très intéressant ça, parce que c'est encore d'extrême actualité, elle a dit, je n'arrive pas à parler du travail au Conseil régional. Au Conseil régional, au gouvernement, on parle que du travail en tant qu'emploi. L'activité humaine de travailler n'existe pas. Et est-ce que vous voudriez porter avec nous un projet qui met en lumière le fait qu'il n'y a pas de travail dans le monde de la démocratie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de travail, c'est impossible, mais que aussi on constate qu'il n'y a pas de démocratie dans le monde du travail. Notre travail avec Claire a été aussi de démontrer que le déni des démocraties dans le travail fait qu'il faut parler des démocraties dans le monde du travail. Et on a ouvert avec elle une série d'initiatives qui ont donné lieu aussi à un livre qui est là et qu'aujourd'hui on a le plaisir, je ne dis pas de vous offrir, mais si vous le voulez, à vraiment une somme ridicule pour soutenir l'appel. Et surtout à un appel national à la production des ciné-flash spontanés. Les metteurs en scène nous ont envoyé leur montage, des ouvriers, leur montage avec les téléphones, etc. On a choisi 28 ciné-flash, petits films, qu'on a diffusés et que vous aurez avec les livres aussi, dont on va vous présenter l'exemplaire tout de suite pour aller vite. Quand l'Université du bien commun m'a invité à nouveau, je vous remercie d'ailleurs parce que j'ai déjà eu l'occasion plusieurs fois de participer à vos séances, toujours très intéressantes. Alors ce qui m'a attiré cette fois-ci, c'est cette notion d'invisibilité, parce que je trouve que c'est particulièrement intéressant, si vous voulez, d'articuler travail commun et la question de l'invisibilité. Alors pourquoi est-ce que ça m'a intéressé? Parce que en travaillant sur la question des communs,
on trouve souvent le thème de l'invisibilité qui revient. Je vais commencer par vous citer faire une petite citation. C'était une citation que j'avais trouvée de Pablo Servigne, vous savez, qui a beaucoup écrit ces derniers temps sur l'effondrement, mais qui a écrit sur la question des communs il y a quelques années aussi. Et dans un texte, il faisait remarquer que ce qui caractérise souvent les communs et ce qui en fait la faiblesse, c'est justement qu'ils restent en général invisibles. Il prend l'exemple de l'eau, de l'air, vous savez, de toutes ces choses qu'on nomme souvent par le terme de commun, et il dit le drame, c'est qu'on se rend compte qu'ils sont essentiels lorsqu'ils font l'objet d'accaparement ou de tentatives d'appropriation, et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que l'eau, l'air, ici d'autres exemples, par exemple les espaces publics, d'autres sujets, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que c'était des communs au sens où c'était des sortes d'infrastructures invisibles de nos vies collectives. Et en général, ça déclenche des mobilisations, les gens se défendent pour essayer de récupérer les biens communs, etc. Mais il fait remarquer qu'il y a une forme d'invisibilité des communs, et il le lie à un problème de vision du monde, ou du fait qu'on a l'habitude de donner de la valeur aux choses qu'à travers ce qui a une valeur pécuniaire, et qu'en général, les communs n'ont pas une valeur directement pécuniaire, et que ça nous en masque en fait l'existence. Voilà. Donc, j'ai souvent trouvé cette question de l'invisibilité des communs dans la littérature qui traite du sujet. Et alors l'autre angle d'attaque, c'est cette question du travail. Et alors effectivement, il y a toute une littérature sur l'invisibilité du travail. Alors je me rappelle un livre que j'ai trouvé particulièrement intéressant, d'une personne qui s'appelle Pierre-Yves Gomez, qui est un professeur en sciences de gestion, qui a écrit un livre qui s'appelle Le travail invisible. Il l'a écrit après la crise financière de 2008. Et c'est un livre très intéressant qui montre comment la financiarisation de l'économie a produit une forme d'invisibilisation du travail, notamment à travers, vous savez, les entreprises qui poursuivent des objectifs financiers et qui les répercutent d'en haut, sous forme d'objectifs à atteindre pour les travailleurs, et notamment des objectifs chiffrés. Et comment ce management par objectif chiffré a tendance à complètement invisibiliser le travail concret des personnes qui l'exercent. On pense par exemple à ce qui arrive aux infirmières en ce moment, vous savez, qui sont soumis à des chiffres de rendement, etc., qui tendent complètement à leur faire perdre le contact avec le travail concret qu'elles pouvaient exercer. Et donc voilà, donc je me suis dit, à la rencontre de ces deux thématiques, vous voyez, invisibilité des communs, invisibilité du travail, il y a un thème qui est intéressant à creuser, et c'est ce qu'on va faire cet après-midi. Donc, alors moi, un de mes champs d'expertise, on va dire, c'est plutôt la question des communs numériques ou des communs de la connaissance, et c'est par cet angle-là que je vais essayer d'attraper le sujet. Alors, par commun numérique ou commun de la connaissance, on entend des biens immatériels. La première qui a théorisé ça, c'est une personne qui s'appelle Elinor Ostrom, qui est une économiste qui a eu le prix Nobel pour ses travaux sur les communs en 2009, qui moi m'inspire beaucoup dans ma réflexion sur ces sujets, et qui a commencé son étude en s'intéressant plutôt à des communs naturels, des forêts, des pâturages, des pêcheries, et elle a eu le prix Nobel d'économie pour avoir montré que la gestion en commun de ces ressources pouvait être durable, et en général même, elle a remarqué, pouvait même être plus durable que la gestion par le marché ou par l'État, pour parler très vite. Et elle définissait les communs comme étant des ressources gérées par des communautés, auto-gérées par des communautés, à partir de systèmes de règles. Voilà. Je vais extrêmement vite sur le sujet parce que c'est pas lieu de creuser ça. Donc, disons qu'on va prendre cette définition-là des communs. En 2007, elle écrit un ouvrage qui s'appelle Understanding Knowledge as a Commons, qui, ça veut dire envisager la connaissance comme un commun, comme un bien commun. Et elle se rend compte que, notamment à partir de l'observation de ce qui se passe sur Internet, que ce qu'elle a constaté pour des biens tout à fait physiques a aussi une validité pour la connaissance. Et elle explique que on peut gérer la connaissance comme un commun, on peut la gérer en partage, la produire en partage, et elle constate que quand on le fait de cette manière, ça peut donner des formes d'organisation qui assurent justement la pérennité d'objets de connaissance dans le temps. Et dans cet ouvrage, elle cite plusieurs exemples. Alors elle cite
des exemples traditionnels type les bibliothèques. Je suis bibliothécaire de formation, donc j'étais très sensible à ça, la bibliothèque comme commun de la connaissance, si vous voulez. Mais elle en cite d'autres, notamment des communs qui viennent... elle en cite un autre traditionnel qui est le travail des chercheurs. Le travail des chercheurs, même si c'est pas souvent toujours formulé comme ça, se fait en commun. Les chercheurs écrivent les connaissances en commun, les valident en commun, les produisent en commun. Et elle cite le travail des chercheurs comme étant un des exemples des communs de la connaissance. Mais elle cite surtout des communs numériques, ce qu'on appelle les nouveaux communs de la connaissance, les nouveaux communs numériques, parmi lesquels elle range, au premier chef, les logiciels libres. Donc des logiciels qui, on va dire, au cours des années 90 et ensuite des années 2000, sont produits par des informaticiens en commun, à partir de formes d'échanges sur Internet, et qui ont la caractéristique de ne pas faire l'objet d'un droit de propriété. Ils sont placés sous des licences, qu'on dit licences libres, qui garantissent que ces logiciels pourront toujours être partagés, modifiés, copiés, transmis, et qui, en fait, c'est la condition du travail collaboratif. Et si je vous cite d'autres exemples de ce qu'on appelle commun de la connaissance ou commun numérique sur Internet, vous avez Wikipédia, qui en est un exemple tout à fait caractéristique. Vous en avez un autre qui s'appelle OpenStreetMap. C'est une cartographie alternative à Google Maps que des personnes font à partir de relevés de mesures qu'elles font avec leur téléphone. Je vous en cite un autre qui s'appelle Open Food Fact. C'est une grande base de données que des personnes font en recopiant sur des interfaces les étiquettes des aliments qu'on mange, et qui ont produit une des plus grandes bases de connaissances au monde sur la qualité des aliments. Et si vous utilisez l'application Yuka, par exemple, à la base, Yuka, c'est alimenté avec cette base de données qui a été produite par des gens tout à fait bénévolement, qui ont fait ce qu'on peut appeler un commun de la connaissance. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, dans ce sujet, c'est de le relier à la question du travail, si vous voulez. Parce que quand on a vu émerger ces pratiques, si vous voulez, il y a eu toute une réflexion sur qu'est-ce qui fait que les gens arrivent à produire de tels objets, les maintenir dans le temps, et qu'est-ce qui fait aussi le succès ou l'échec de ces pratiques. Un exemple qui est très intéressant, c'est dans le champ du logiciel. Le logiciel libre le plus connu s'appelle Linux, c'est un système d'exploitation, c'est une alternative à Windows de Microsoft. Vous savez, le système d'exploitation, c'est le logiciel fondamental qui vous permet de faire tourner un ordinateur, c'est celui qui vous permet d'utiliser tous les autres logiciels, celui que vous installez en premier sur une machine. Et pendant longtemps, si vous voulez, il n'y avait que des logiciels propriétaires, vous deviez aller voir Microsoft ou Apple pour installer un logiciel qui était sur une machine pour le faire tourner. Et donc, dans les années 90, vous avez des informaticiens qui essaient de développer un système libre qui permettrait en fait d'avoir notamment la connaissance du code source pour savoir exactement comment fonctionne le logiciel. Et vous avez une personne qui s'appelle Richard Stallman qui commence à coder ce logiciel avec un groupe de personnes. Richard Stallman, il travaille au MIT, il est chercheur. Et il bute sur... ils arrivent à développer un logiciel qui s'appelle GNU, et il bute sur une difficulté technique qui est celle de produire ce qu'on appelle le noyau du système d'exploitation, qui est très complexe. Donc des entreprises comme Microsoft ou Apple avaient réussi à produire des noyaux, mais eux n'y arrivaient pas. Et un jour, à la fin des années 90, vous avez un étudiant suédois qui s'appelle Linus Torvald, qui, sur un forum, ouvre un fil de discussion et dit je crois que j'ai commencé à faire quelque chose qui pourrait ressembler, il a une vingtaine d'années, qui pourrait ressembler à un noyau, mais je pense que je ne vais pas y arriver seul. Alors si des gens pouvaient venir m'aider, ça pourrait être intéressant, et je pense qu'on pourrait beaucoup s'amuser à le faire. Et vous avez des gens qui commencent à regarder, et puis qui voient que oui, effectivement, il y a quelque chose d'intéressant. Et là, en quelques années, partout dans le monde, vous avez toute une équipe qui se met en place, des gens complètement bénévoles, donc en général plutôt des informaticiens très pointus, parce que c'est pas n'importe qui, mais pas que, aussi d'autres étudiants, des amateurs, etc. Et au bout de quelques années, ils produisent ce qui va être le noyau Linux, qui va être intégré dans GNU et qui donnera le logiciel GNU Linux, qui est
le système d'exploitation libre qui, aujourd'hui, ça ne tourne pas énormément sur nos machines individuelles, mais on estime que 90% de la couche des serveurs tourne sur GNU Linux. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'infrastructure d'Internet repose sur ce logiciel. Et alors, ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que ces gens-là ont réussi à faire l'équivalent de ce que font les ingénieurs de Microsoft ou d'Apple, c'est-à-dire des armées de gens extrêmement encadrés, hein, on imagine. Voilà. Ils ont réussi à le faire en mode collaboratif, en un temps relativement court. Et donc, à ce moment-là, vous avez des gens qui ont commencé à étudier ces formes de travail. Alors, j'en citais plusieurs. Il y en a un qui est très intéressant, qui s'appelle Éric Raymond, qui a écrit un livre qui s'appelle La cathédrale ou le bazar. Il dit, vous avez deux façons d'organiser le travail informatique. Soit vous faites des cathédrales, et donc ça c'est le travail hiérarchisé. Vous avez des gens qui pensent et d'autres qui exécutent. Voilà, le travail traditionnel, hein, on va dire. Cette organisation très hiérarchique. C'est ce qui se passe dans les grandes entreprises type Microsoft ou Apple. Et puis il dit, vous avez une autre façon, ça s'appelle le bazar. Et c'est ce qui était à l'œuvre dans la communauté Linux. Mais le bazar, si vous voulez, c'est pas non plus n'importe quoi. C'est-à-dire que il note quand même qu'il y a des modes d'organisation. Et il constate quand même qu'il n'y a pas de subordination. Tout le monde est là à titre volontaire. Donc vous ne pouvez pas réellement donner des ordres aux gens qui sont autour de vous. Donc ça nécessite une organisation complètement différente du travail. Il note que c'est des gens qui sont motivés par des motivations intrinsèques, pas par des motivations extrinsèques, type le salaire, etc. Et il note des choses du type, pour que ça marche, il faut que vous découpiez toutes les tâches en tout petits paquets, pour que n'importe qui puisse rentrer dans le processus, faire une petite tâche, et qu'on puisse tourner de cette manière-là parce que vous n'êtes pas sûr demain d'avoir les mêmes personnes qu'hier, donc il faut réussir aussi à documenter extrêmement finement tout ce qu'il y a à faire, à laisser des traces sur tout ce que vous faites, à expliquer, etc. Et donc c'est un travail qui est très minutieux en fait, hein, d'organiser ce travail collaboratif, mais il note que finalement le bazar a pu être aussi efficace que la cathédrale dans ce cas-là. Alors si vous voulez, ce travail il est invisible au sens qu'il y a très peu de gens qui connaissent en fait, ces modes de fonctionnement des communautés de développeurs des logiciels libres. Vous avez une autre personne qui s'appelle Yoshai Benkler, qui écrit un livre plus tard qui s'appelle La richesse des réseaux, et qui crée le terme Common Peer Production, production de communs entre pairs. Et lui, il a expliqué justement, voilà, il a associé ça à la question des communs, en fait, qui existait auparavant. Et il dit, voilà, c'est une production de communs qui se fait en commun par une auto-gouvernance de la communauté qui produit ces ressources. Et il insiste beaucoup sur le caractère démocratique de la question, parce que ces communautés ont des règles de décision. Voilà. Ça peut prendre des formes très différentes. Hein. Il y en a une que j'aime beaucoup qui s'appelle la communauté Debian, qui fait une des versions de Linux, de ce logiciel, et qui est une communauté de développeurs très pointus. Et si vous voulez, pour rentrer dedans, il faut que vous... déjà, ça va vous prendre au moins 1 an d'initiation. Vous commencez, vous rentrez dans la communauté pour contribuer au logiciel. On va vous donner des toutes petites tâches à faire. Et au bout d'1 an d'un parcours, on vous donne des choses de plus en plus importantes. On vous soumet à une épreuve qui porte sur la philosophie du groupe. Et vous devez réaliser un chef-d'œuvre qui sera un bout de code qu'on va intégrer au logiciel. Et ça ressemble énormément au compagnonnage en fait. Cette façon de prendre les compagnons du devoir, vous devez être parrainé par 2 personnes qui vont être garants, que vous allez respecter ensuite l'étiquette du groupe, etc. Donc, tout un cursus honorum. Et une fois que vous rentrez, en fait, il y a toute une progression de charge jusqu'à avoir le titre tournant de président en fait, de Debian qui tourne. Voilà, c'est une communauté il n'y a que des amateurs. Alors ces modes de fonctionnement, on les retrouve, je ne vais pas détailler, hein, mais si vous prenez des choses comme Wikipédia, comme OpenStreetMap, on retrouve toujours à peu près ces processus
qui gouverne en fait le travail organisé de manière horizontale sans subordination, qui est une chose. Et ce qui est intéressant, c'est que ce travail peut être très productif. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il serait absolument impossible à une maison d'édition, ou voire à des maisons d'édition, de produire ce que font les Wikipédiens sur Wikipédia. C'est impossible. D'ailleurs, toutes les encyclopédies ont quasiment disparu face à l'énorme productivité de ce que font les Wikipédiens sur Wikipédia. Alors bon, ça en fait c'est un peu, on va dire, l'histoire dorée des premiers temps. Là on va arriver jusqu'aux années 2010. À partir de 2010, commence à se produire quelque chose d'assez intéressant, mais un peu inquiétant, parce que si vous voulez, dans toutes ces années-là, le travail des communs numériques était essentiellement un travail bénévole, fait par des communautés auto-organisées, qui n'étaient pas du tout mues par le profit et qui créaient des ressources comme ça, extrêmement, qui avaient beaucoup de valeur, mais qui n'étaient pas monétisées. Bon, ça nécessite des conditions très particulières. Vous avez une personne qui a beaucoup écrit sur ce sujet, qui est Bernard Stiegler, vous devez peut-être connaître. Il a une très belle formule, il dit « Pour faire ça, il faut qu'il y ait un otium du peuple ». Alors, c'est pas un opium du peuple, c'est un otium du peuple. L'otium, vous savez, c'est cette notion des Romains, c'était ce qu'ils appelaient le temps libre. Mais c'était pas du tout le temps libre au sens des loisirs comme nous, c'est pas le temps qu'on passe devant la télé. L'otium, c'est le temps que le citoyen libre peut consacrer à des activités justement librement, qu'il organise librement, et qui étaient plutôt de l'ordre du développement de soi en fait. Seul ou avec les autres, c'était le temps justement de la création, de l'étude, voilà, c'était l'otium des Romains qui caractérisait ceux qui étaient vraiment libres. Et pour les Romains, c'était ceux qui ne travaillaient pas, qui avaient la possibilité d'avoir l'otium. Et Stiegler, il dit, dans nos sociétés, ce qui permet ces logiques contributives, c'est ce qu'il appelle l'otium du peuple. C'est tout un temps d'activité que l'on fait en général en dehors de nos emplois et qui va nous permettre d'avoir des activités auto-organisées, auto-gérées. Et il dit, pour les communs numériques, c'est quelque chose qui a eu une énorme importance, parce que cette marge de temps a permis ces contributions et a pu faire émerger ces ressources complètement en dehors de l'emploi. Là, on est dans ce que vous disiez tout à l'heure, la distinction entre le travail et l'emploi. Alors, ce qui s'est passé depuis les années 2010, et c'est assez intéressant à considérer, si vous voulez, c'est plusieurs choses. Aujourd'hui, quand on regarde Linux, c'est plus des communautés de bénévoles qui le développent. À plus de 90%, les développeurs qui font Linux, ce sont des employés, des programmeurs employés par les grandes entreprises de la Silicon Valley. Au premier chef, Microsoft, qui est devenu un des premiers contributeurs à Linux. Vous avez IBM dedans, vous avez aussi Facebook, vous avez Google, vous avez Intel, Cisco, toutes ces grandes entreprises du numérique. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Elles ont commencé à voir que en fait, Linux avait une importance fondamentale pour elles aussi. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui est tellement performant et tellement intéressant, surtout parce qu'il est modifiable, paramétrable, etc., que ça avait une grande valeur pour elles de pouvoir l'intégrer dans leur propre produit. Et donc du coup, elles ont commencé à faire travailler leurs développeurs sur ce logiciel. Alors au début, c'était vu comme un appoint, si vous voulez, au travail de la communauté. Et petit à petit, le travail salarié de ces grandes entreprises s'est substitué au travail communautaire. Et aujourd'hui, en fait, il est devenu complètement résiduel. Et donc du coup, moi, ça crée une chose très paradoxale, que moi j'appelle, enfin d'autres aussi l'appellent comme ça, mais moi j'appelle ça les communs du capital. Vous avez des entreprises capitalistes qui ont tout à fait intérêt, finalement, à créer des ressources partagées et qui l'entretiennent avec du travail salarié. Et c'est un phénomène qui est très frappant parce que c'est une sorte d'anti-ubérisation. Vous savez, les firmes comme Uber, elles ne veulent surtout pas avoir de salariés et elles extériorisent le facteur travail, les coursiers, les livreaux, vous voyez, qui sont travailleurs indépendants, elles ne veulent surtout pas avoir de salariés. Là, au contraire, vous avez eu un phénomène inverse de réintégration du facteur travail dans ces entreprises pour maintenir ces ressources. Alors, il y a des gens qui disent que c'est la plus grande réussite des communs numériques d'avoir réussi à faire ça, parce que finalement, vous avez le capital qui maintient une ressource qui, par ailleurs, est ouverte à tout le monde. C'est-à-dire les associations, les administrations peuvent utiliser Linux, il n'y a aucun problème. Il y a des gens qui disent que c'est peut-être une énorme limite du processus,
Parce qu'on ne peut pas imaginer que 90% des contributions soient faites par des employés de ces entreprises sans que ça ait une incidence fondamentale sur la gouvernance du processus. C'est-à-dire qu'on perd justement toute l'auto-organisation du travail. Et pour les développeurs qui auparavant participaient, il y avait aussi un idéal d'émancipation du travail à travers ces pratiques qui finalement s'est perdu parce que ces gens-là maintenant sont employés chez IBM. Vous voyez. Et je ne pense pas que ce soit exactement la même chose de faire cette activité en tant qu'employé d'IBM ou en tant que libre participant à une communauté. Mais ça montre aussi les limites même des gens qui ont pensé ces questions-là. Parce que moi, ce que j'ai constaté, c'est que la question du travail n'a jamais été très pensée dans ces collectifs-là, en fait. Dans les collectifs, quelqu'un comme Richard Stallman, si vous voulez, le travail, c'est pas trop son problème. Lui, ce qu'il voulait libérer, c'était les logiciels, pas forcément les développeurs informatiques. Donc du coup, il y a une sorte d'impensé du travail dans ces collectivités qui est assez frappante. Et du coup, ça a un petit peu, si vous voulez, mis en échec beaucoup d'espoir qu'on mettait sur ces nouvelles formes de travail. Tout à l'heure, vous avez cité André Gortz. André Gortz, à la fin de sa vie, il a écrit un livre qui s'appelle Le travail immatériel, qui est très important parce qu'il avait découvert les communautés du logiciel libre. Et il voyait dans ces formes de travail auto-organisées peut-être quelque chose comme un espoir de reconfiguration pour le travail en général, et que le numérique allait permettre de multiplier ces formes de travail. Vous avez d'autres personnes, vous avez Tony Negri et Michael Hart par exemple, qui ont aussi théorisé là-dessus, et d'autres aussi. Alors aujourd'hui, on est dans une situation un peu paradoxale, si vous voulez. D'ailleurs, les communautés de logiciels libres constatent qu'il y a une diminution des contributions. Vous connaissez peut-être l'association Framasoft, ça c'est quelque chose qui développe des logiciels très importants. Moi je les suis de près, j'écoute beaucoup leurs conférences, etc. Et depuis plusieurs années, ils alertent sur le fait qu'il y a une diminution des contributions, au point qu'eux aussi, finalement, ont dû salarier des développeurs. Voilà. Là, ils sont salariés pour l'association, et sur beaucoup de leurs projets, finalement, il n'y a quasiment plus que des salariés de l'association qui agissent. Alors, ce que je trouve intéressant dans le sujet, si vous voulez, c'est qu'est-ce qui a changé en 10 ans. On peut se dire que la dégradation de nos conditions de vie a peut-être détruit ce que Stigler appelle l'otium du peuple. C'est-à-dire que depuis 10 ans, après la crise de 2008, la litanie des lois qui ont porté atteinte au code du travail et les difficultés économiques que nous rencontrons, peut-être que ce qu'on connaissait auparavant, cette petite marge de liberté qu'on avait de pouvoir contribuer à des activités en dehors de l'emploi, s'est tellement réduite que finalement la capacité contributive de nos sociétés s'est limitée et qu'on en voit un effet sur ces colonnes numériques. Et tout ça, je pense, est lié fondamentalement à cette question de l'invisibilité, si vous voulez. C'est parce que déjà, on n'a pas tellement en vue en général l'importance de ces ressources. Et d'autre part, les gens qui les ont fait n'ont pas assez pensé la question du travail. J'ai lu plusieurs fois le livre de Thomas Potro, vous aviez invité, qui a beaucoup insisté là-dessus, sur le fait que finalement on n'a pas assez pensé la question du travail, et que du coup ça peut nous coûter cher sur le long terme. Voilà. J'ai une question complémentaire qui est très intéressante et qui parle aussi du capitalisme, qui est: n'est-il pas inéluctable que l'otium soit récupéré par le capital? Alors, il y a plusieurs questions sur l'otium, visiblement c'est un mot qui vous a interpellé. Alors là, ça nous amènerait dans des considérations complexes, mais c'est un point très important. C'est-à-dire, l'otium, moi je l'ai un peu considéré comme étant les activités qui se font en dehors de l'emploi et qui, à mon sens, devraient être considérées comme du travail. Ça, c'est la grande différence avec justement les anciens, la période antique. Moi, je considère que on doit considérer, que les activités qui relèvent de l'otium sont encore du travail, pour les dissocier emploi et travail. Mais effectivement, il y a toute une grande question de savoir. Moi, je suis un peu sceptique, si vous voulez. Je pense qu'il faut faire très attention quand on critique l'emploi. Et je suis très sensible notamment à toutes les thèses de Bernard Friot sur le sujet, qui nous met en garde à faire attention à ne pas trop critiquer l'emploi,
Parce que dans l'emploi, vous subissez la subordination, mais vous bénéficiez aussi de toutes les protections qui ont été attachées au statut du travail dans l'emploi. Et notamment des protections qui sont très importantes, notamment celles qui touchent à la cotisation, c'est-à-dire que les employeurs sont censés verser des cotisations, ce qui permet du coup de payer des retraites et tout un tas de choses, hein, notre système de protection sociale, etc. Et qui fait que, en fait, vous êtes aussi rémunéré, parce que au titre de la production de valeur que vous avez créée, vous avez droit à une portion de cette valeur sous la forme du salaire. Et il y a tous ces mécanismes de redistribution collective qui sont organisés autour des cotisations. Donc on pourrait être très tenté de se dire, fuyons la subordination et allons nous réfugier dans ce qu'on nous laisse d'Ossium pour créer en dehors de l'emploi. On ne sera pas rémunéré, mais on aura la liberté que nous donne l'absence de subordination. Sauf que dans ces cas-là, vous perdez intégralement tous les mécanismes qui étaient dans l'emploi et qui permettaient justement que toute la valeur ne soit pas récupérée par le capital. Et ça pose toute la question du droit social, etc. Donc, moi, ce que j'ai expliqué, par exemple, dans le logiciel libre, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous avez les premiers développeurs de logiciels libres étaient des salariés qui, sur leur temps libre, allaient coder Linux. Qu'est-ce qui s'est passé au final? C'est ce que je vous ai expliqué. Finalement, le capital a trouvé le moyen de récupérer cette ressource et de la recontrôler avec ses propres travailleurs. Et il a toujours été en mesure de récupérer la valeur parce qu'il a pu intégrer ce logiciel dans ses propres produits et produire de la valeur à partir du logiciel. Donc du coup, oui, moi, si vous voulez, l'Ossium en tant que tel, c'est pour moi une valeur très importante dans ce que vous avez dit, c'est-à-dire la capacité d'auto-déterminer ses activités, etc. Mais tout le propos de la question, c'est la reconnaissance sociale des activités qui se font sur ce temps-là, et voilà, tout l'encadrement qu'il pourrait y avoir par le droit social, et qu'est-ce qui pourrait empêcher la récupération de la valeur créée par la loi. Quand on part dans ce genre de réflexion, on arrive très vite en fait aux solutions que Bernard Friot propose, mais qui sont tellement radicales et qui paraissent tellement improbables dans leur réalisation. Vous savez, lui, il propose ce qu'il appelle salaire à vie. C'est-à-dire, c'est en gros un peu le statut de retraité, mais à vie. Hein. En gros, vous touchez votre salaire inconditionnellement attaché à votre personne, ce qui vous permet tout au long de votre vie d'auto-organiser vos activités. Et en bout de chaîne, il propose une socialisation totale de la valeur par des cotisations qui tout le profit en fait serait transformé en cotisation qui permettrait de socialiser la valeur. Donc là, effectivement, il n'y a plus aucun moyen pour le capital de récupérer la valeur qui est produite, mais à mon avis, je ne dis pas que je serais contre cette idée, mais le problème c'est qu'elle est tellement radicale que pour la mettre en œuvre, il faudrait une révolution, une mobilisation sociale. Elle a failli être mise en œuvre. Friot. J'attends le résultat, mais elle a failli être mise en œuvre par Michel Rocard, mais il a posé une conditionnalité, c'est pour ça qu'on a eu le RMI et pas le RMI. Voilà. Ouais. C'est Bernard Friot. Friot. La fin de l'Ossium n'est-elle pas aussi due à l'émergence des réseaux sociaux et à la démocratisation du smartphone? Alors je vous ai dit, la notion sur laquelle je m'appuyais, moi, c'était l'Ossium du peuple de Bernard Stiegler, notre Bernard, cette fois-ci Stiegler. Lui, il parle quand même de l'opium du peuple, c'est-à-dire il dit, ce qui est problématique sur Internet, c'est que c'était à la fois le moyen d'avoir cet Ossium du peuple, c'est-à-dire cette capacité contributive démultipliée, mais ça s'est aussi transformé en un nouvel opium du peuple, c'est-à-dire toute cette immense machine à distraction et à captation de notre attention qui est devenue Internet aujourd'hui. Et lui, il dit très clairement que l'évolution d'Internet, notamment la plateformisation, les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, voilà, tous ces mécanismes, ont un effet au contraire qui nous dépossède petit à petit de nos capacités contributives. Et d'ailleurs, vous savez, ces réseaux sociaux, j'en ai pas parlé, mais ça aurait pu tout à fait rentrer dans la discussion sur le travail invisible. Ces réseaux sociaux nous mettent au travail, on appelle ça le digital labor, le travail numérique, sans qu'on en ait conscience. Ils récupèrent en fait le produit de notre activité, qui est en fait un travail aussi, qui est complètement invisible à nos yeux, et ils le transforment en données qui leur permettent ensuite de faire tourner leur machine, et leur machine publicitaire.
Et donc du coup, il y a eu effectivement, je pense, une baisse aussi, c'est une des causes de cette baisse de la capacité contributive, qui est liée à la captation de notre attention et à la dispersion et à la fragmentation de nos activités sur Internet, sur ces plateformes qui en retirent des données pour faire tourner leur machine publicitaire.